Elle a juste stupide. Toujours à tomber amoureuse d'un homme juste parce qu'il est beau. Oh mon Dieu, Parce que si une fille passe tout son temps à se soucier de l'argent qu'elle n'a pas, comment va-t-elle avoir du temps pour être amoureuse? L'âge d'or d'Hollywood. Une époque de première glamour, de palais de cinéma illustres et de stars qui semblaient plus grandes que nature. Des années 1920 aux années 1950, les studios de cinéma régnaient en maître, produisant des classiques à un rythme effréné. Les caméras tournaient sous des lumières de scène éclatantes, capturant la magie qui captivait des millions. Mais derrière cette magie se cachait un monde de petites manies et de superstitions. Et pour certains acteurs, ces idiosyncrasies prenaient la forme d'habitudes bizarres, presque rituelles, avant d'entrer sur le plateau. Nous explorerons 15 rituels bizarres que les célébrités de l'âge d'or pratiquaient avant de tourner. Chaque segment met en lumière la pratique d'une star. Comment elle a commencé, pourquoi elle était importante et l'effet qu'elle a eu sur leur vie et leur légende. Bette Davis, le rituel de l'encens et des yeux. Peu d'actrices ont défini le style dramatique du vieux Hollywood autant que Bette Davis. Connue pour son regard perçant, immortalisée dans le classique pop She's Got Bette Davis Eyes, Davis insistait sur une concentration absolue lors de la préparation d'un rôle. Les collègues racontaient comment, avant de filmer, elle avait une fascination pour l'encens et une approche quelque peu mystique de ses yeux célèbres. La rumeur dit que Davis, une lectrice passionnée de textes spirituels, a adopté un rituel de brûlage d'encens au début de sa carrière pour se préparer mentalement avant les scènes intenses. Elle fermait la porte de sa loge, allumait un cône ou un bâton d'encens au jasmin et laissait la fumée parfumée flotter autour de son visage. Selon une maquilleuse, elle croyait que la fumée purifiait son aura, une expression tirée de philosophie orientale qu'elle avait rencontrée. Je me demande si tu peux deviner qui je suis. Peux-tu me donner un indice? Je suis Baby Jane Hudson. Que cela ait eu un véritable effet ou non. Davis jurait que cela clarifiait ses pensées, l'aidant à entrer dans le personnage. Puis vint la partie vraiment étrange. Davis avait un lavabo sur mesure pour les yeux, qu'elle remplissait d'eau fraîchement salée. Elle plongeait son visage, les yeux grands ouverts, dans le bassin pendant quelques secondes. On disait que cette immersion oculaire peu conventionnelle réduisait les poches et renforçait son regard caractéristique. Certains spéculaient que c'était juste une façon de lutter contre la dureté des lumières de la scène. Mais Davis la présentait comme une pratique quasi cérémonielle. « Mieux pour te voir », disait-elle en plaisantant. Le casting et l'équipe se moquèrent parfois de ses habitudes. Imaginez Bette Davis, cheveux relevés, l'encens tourbillonnant autour, plongeant ses yeux dans un plat d'eau glacée et salée. Mais ses amis insistaient sur le fait qu'elle n'en manquait jamais une journée sur le plateau. Pour Davis, le parfum de l'encens et le choc vivifiant pour ses yeux étaient plus qu'une simple superstition. Ils étaient sa porte d'entrée personnelle vers cette énergie féroce et intransigeante que le public adorait. Marlène Dietrich. La méditation et les lumières du miroir. Marlène Dietrich a envoûté le monde avec sa voix sensuelle et sa présence glamour. Parle-moi de ton autre maison. Tu en as une ou tu en as eu une autre fois? J'ai blessé tes sentiments. Je suis désolée. Non, non. Oh oui, je l'ai fait. Mais je ne voulais pas bouger ma tête comme ça. C'était purement instinctif. Ah, toujours perfectionniste, elle aurait un rituel strict avant le tournage, impliquant une méditation silencieuse et une routine élaborée devant un miroir de maquillage. Légendaire pour contrôler chaque aspect de son image, Dietrich adoptait une discipline quasi-religieuse en se plaçant devant les caméras. Selon le costumier de longue date Travis Banton, Dietrich arrivait 1 heure avant l'heure de convocation pour s'asseoir seul dans sa caravane ou sa loge avec une seule bougie allumée. Elle joignait ses mains et fermait les yeux, entrant dans un état méditatif. Personne n'osait l'interrompre. Le silence n'était troublé que par la douce musique classique d'un gramophone. Ses favoris étaient les lieder allemands ou les concertos pour violon de Tchaïkovski, lui donnant un sentiment d'introspection et d'harmonie intérieure, comme elle l'avait confié une fois. Elle croyait que le calme apaisait ses nerfs, lui permettant de mieux exploiter ce magnétisme légendaire à l'écran. Ensuite vint la routine du miroir. Dietrich insistait célèbrement sur un éclairage particulier autour de sa coiffeuse, des ampoules chaudes inclinées pour créer des ombres particulières qui flattaient ses pommettes. Elle se tenait debout ou assise là, le menton incliné à des angles précis, observant comment chaque faisceau mettait en valeur ou dissimulait différents aspects de son visage. La rumeur disait qu'elle parlait doucement à son reflet en phrases allemandes.
des louanges. De petites motivations pour incarner la mystique que le public désirait. Certains se moquaient, disant qu'elle était vaniteuse à l'excès. D'autres admiraient son art, y voyant une approche picturale pour sa propre mise en lumière. Pour Dietrich, ce n'était ni vanité, ni frivolité. C'était une pratique quasi spirituelle, fusionnant la conscience de soi et l'art du glamour. En entrant sur le plateau après ces rituels, elle semblait rayonner de l'intérieur. Cary Grant, les boutons de manchette porte-bonheur et l'entraînement à la posture. L'incarnation du raffinement, Cary Grant arborait souvent une sophistication sans effort. Pourtant, derrière cet extérieur calme, se cachait un homme qui répétait méticuleusement chaque aspect de son personnage. Et c'est ça le problème. Tu es trop vieux pour Ne moi. peux-tu pas être sérieux? Tu viens d'avoir un mot horrible. C'est ce que j'ai dit. Les palais, c'est pour la royauté. Nous sommes juste des gens ordinaires, avec En un... commençant par une paire de boutons de manchette porte-bonheur et en terminant par un exercice de posture si rigide qu'il frôlait le bizarre. La légende raconte qu'au début de sa carrière, alors qu'il était encore Archibald Leach, il jouait un petit rôle dans une production théâtrale à Londres. Après une représentation particulièrement réussie, un ami lui offrit une élégante paire de boutons de manchette gravés de ses initiales. À partir de ce jour, il les déclara comme sa garantie de succès. Même après être devenu une star à Hollywood, Grant insistait pour porter, ou du moins emporter ses boutons de manchette lors de chaque premier jour de tournage d'un nouveau film. Les réalisateurs remarquaient occasionnellement que s'il les égarait, une légère panique s'ensuivait. « Je ne peux pas commencer sans eux », disait-il, selon la rumeur. Une autre de ses manies était sa routine de posture. Connu pour son port impeccable, Grant l'aurait apparemment développé grâce à un rituel quotidien singulier. Se tenir contre un mur, un épais livre relié posé sur la tête, et réciter des répliques ou des plaisanteries pour tester la fluidité de ses mouvements sans faire tomber le volume. Il croyait que le public ressent la confiance à travers la posture. Donc il ne manquait jamais un jour. Ce n'était pas une solution rapide. Il le faisait pendant 10 ou 15 minutes, s'assurant que sa colonne vertébrale restait droite, ses épaules en arrière, et sa démarche aussi gracieuse que celle d'un danseur. Certains amis proches plaisantaient, en disant que c'était un entraînement exagéré de podium. Mais Cary Grant le voyait comme un recentrage essentiel. Si je suis à l'aise dans ma peau, je peux aussi mettre un public à l'aise. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Il reste la référence du charme désinvolte, même des décennies plus tard. Mae West, une séance privée avec elle-même. Mae West était célèbre pour ses répliques cinglantes, sa silhouette en sablier et sa confiance en soi inébranlable. Pourtant, cachée derrière sa personnalité publique audacieuse, se trouvait une fascination pour le paranormal. Croyant canaliser des pouvoirs supérieurs pour créer ses répliques scandaleuses mais comiques, West aurait organisé une séance privée avec elle-même avant le début de chaque journée de tournage. La routine se déroulait dans sa loge, les lumières tamisées. Une seule lampe brillait derrière un abat-jour perlé. Elle posait une petite boule de cristal sur une table et parlait doucement, parfois à une présence invisible, parfois en récitant ses propres répliques pour ressentir les vibrations comiques, plaisantait-elle. Les témoignages diffèrent quant à savoir si elle croyait vraiment contacter les esprits ou s'il s'agissait d'un jeu d'esprit. Mais un maquilleur de longue date a insisté sur le fait que West était très sérieuse au sujet de ses moments de consultation solitaire, les yeux mi-clos, comme en légère transe. Sur certains tournages, West invitait même son voyant personnel. Les dirigeants du studio levaient généralement les yeux au ciel face à de telles demandes, mais refusaient rarement une star qui garantissait un succès au box-office. Le voyant prétendait aider West à capter l'énergie cosmique pour le timing comique. Que cela ait fonctionné ou non, les répliques percutantes de West et sa sexualité audacieuse ont captivé le public. Donc, personne ne se plaignait de ses méthodes. Après la séance, l'ultime étape de West était une lecture flamboyante du dialogue de chaque scène devant un miroir de maquillage. Elle reformulait les répliques sur le moment, les transformant en sous-entendus qui l'ont rendue célèbre. Les censeurs du studio se rongeaient souvent les ongles, et West leur rappelait gentiment qu'elle suivait simplement sa guidance supérieure. Aussi extravagante soit-elle, le mystérieux rituel pré-film de Mae West incarnait son approche de la vie. Audacieuse, provocante et totalement assumée. Errol Flynn, le pirate tiré et partenaire de boxe. Héros flamboyant.
Errol Flynn vivait aussi intensément hors écran que tous. Des histoires de ses escapades abondent, des fêtes sauvages aux aventures autour du globe. Une rumeur persistante sur le rituel de pré-tournage de Flynn impliquait un verre d'alcool fort, un pirate shot, comme il l'aurait prétendument appelé, et une courte séance de boxe pour faire monter son adrénaline. Selon l'assistant personnel de Flynn, l'acteur arrivait chaque matin dans la zone d'habillage, saluait l'équipe avec un sourire canaille, puis glissait derrière une paroi où il gardait un mini-bar. Là, il versait un petit verre de rhum ou de whisky, toujours un spiritueux sombre, et le buvait d'un trait. Il prétendait à moitié en plaisantant que cela stabilisait son bras d'épée et lui donnait cette confiance de voyou que les fans adoraient. Juste après, il enfilait des gants de boxe et s'entraînait légèrement avec une doublure ou un ami pendant quelques minutes, échangeant des coups ludiques et des jeux de pied. Cette routine remonte à sa jeunesse en Australie, où il a pris la boxe comme passe-temps. Flynn croyait que cet exercice rapide aiguisait ses réflexes et échauffait son corps pour les chorégraphies de combat et les cascades athlétiques typiques de ses rôles. Naturellement, certains réalisateurs craignaient que le rhum ne nuise à sa performance, mais Flynn insistait que c'était juste un goût. Jamais assez pour s'enivrer. Juste un geste nostalgique qui lui rappelait les audacieux flibustiers, renforçant l'aura de nonchalance qu'il apportait à l'écran. Ses costards se moquaient de lui en disant qu'il était à moitié pirate dans la vie réelle, mais personne ne pouvait nier la synergie de ses étranges habitudes. Après tout, le public était envoûté par le panache et la vigueur qu'il dégageait, épée à la main et sourire aux lèvres, comme s'il était vraiment descendu d'un galion pirate directement sur la scène épique d'Hollywood. Fred Astaire, le danseur parfait en chaussures. Fred Astaire était l'incarnation de l'élégance en mouvement, éblouissant le public avec des routines de danse apparemment sans effort. Pourtant, derrière ce style détendu se cachait une préparation minutieuse. Le rituel d'Astaire avant le tournage était centré sur ses chaussures. Il était réputé pour être exigeant à leur sujet et exécutait une danse privée avec ses chaussures avant chaque numéro important. Astaire croyait que les chaussures pouvaient faire ou défaire une danse. Il arrivait au studio avec plusieurs paires fabriquées par les meilleurs cordonniers, chacune légèrement différente en hauteur de talon, ajustement et épaisseur de semelle. Au lieu de faire confiance à une seule paire, il se livrait à ce que les membres de l'équipe appelaient son audition de chaussures. Il les alignait en rangée, enfilait chaque paire et exécutait un court segment de danse seul dans une salle de répétition, ce qu'on appelait la danse parfaite des chaussures. Les observateurs disaient qu'il essayait de taper, pivoter, glisser pendant 1 ou 2 minutes. Il écoutait les nuances, comment les claquettes résonnaient sur le sol, comment la chaussure se sentait en pivotant, si la voûte plantaire offrait suffisamment de soutien. Une fois qu'il trouvait la bonne paire, il les marquait d'un petit trait de cris à l'intérieur. Ce n'est qu'alors qu'il passait à la chorégraphie principale avec des co-stars comme Ginger Rogers. Ce rituel pouvait prendre de 10 minutes à une demi-heure, ce qui exaspérait parfois le réalisateur qui attendait pour commencer le tournage. Mais Astaire était catégorique. Aucune caméra ne tournait tant qu'il n'était pas totalement confiant dans ses chaussures. Il décrivait cela comme un alignement du corps et du son. En effet, si une paire de chaussures assourdissait les claquettes ou irritait ses pieds, sa danse perdait cette précision magique. Et ainsi, jour après jour, Fred Astaire réalisait son audition privée avec les bonnes chaussures, s'assurant qu'une fois la caméra en marche, il traversait la scène avec cette grâce caractéristique, fascinant les spectateurs pour les générations à venir. Joan Crawford, la purification et le massage glacé. Joan Crawford captait l'attention avec son esprit acéré et sa présence imposante à l'écran. Ce qui est peut-être moins connu, c'est son rituel de purification quotidien, avant le tournage, impliquant une routine de soins obsessionnels de la peau, que certains qualifieraient de quasi-obsession, et un massage légendaire à la glace pour garder son visage ferme. Crawford était notoirement hygiénique, ordonnant au personnel de désinfecter soigneusement les loges avant son arrivée. La rumeur dit même qu'elle voyageait avec ses propres produits d'entretien légers, vaporisant poignées de porte et miroirs si elle estimait qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Mais la partie la plus inhabituelle résidait dans la façon dont elle traitait sa peau. Chaque matin avant de se maquiller, elle se frottait vigoureusement le visage avec un mélange d'eau chaude, de savon et d'une pincée de bicarbonate de soude, affirmant que cela enlevait les illusions de la journée. Puis, elle enveloppait des glaçons dans un gant de toilette et massait ses joues, son front et sa mâchoire jusqu'à ce que des rougeurs apparaissent, espérant réduire les gonflements et refermer les pores. Certains stylistes se souviennent qu'elle insistait fermement sur le silence absolu pendant ce massage à la glace.
Elle croyait que c'était un moment de réflexion intérieure, comme si Mais le choc froid réveilla son esprit. Une fois terminée, elle se séchait calmement le visage, enfilait un peignoir douillet, et seulement alors permettait à la maquilleuse de commencer. Bien que ses costards se moquent d'elle pour ses étranges rituels de beauté, Crawford restait inébranlable. « Je ne le fais pas par vanité. Je le fais pour la discipline », aurait-elle dit à un assistant. Que ce soit une véritable discipline ou un signe d'anxiété plus profonde, le résultat était un teint lumineux, prêt pour la caméra. Les fans s'émerveillaient de la façon dont elle préservait sa qualité de star à travers les décennies. La routine glacée de Crawford est devenue emblématique de sa volonté de faire, refusant de laisser le temps ou la fatigue émousser les arêtes vives de son glamour durable. Marilyn Monroe, la 5e position. Échauffement. Marilyn Monroe est souvent rappelée pour sa voix suave, son sourire éclatant et ses retards fréquents sur le plateau. Si vous n'avez rien de plus à dire, je vous en prie, cela m'a effrayée. Ce qui s'est passé, j'étais là-haut en train d'arroser les plantes. Je l'avais promis au Kaufman. Moins médiatisée est la façon dont elle a apaisé sa célèbre peur de la scène, avec une routine basée sur la danse, rappelant la 5e position du ballet. Dans sa quête de confiance, Monroe a étudié différentes techniques de mouvement, élaborant finalement un exercice de préparation étrange avant le tournage. Selon le chorégraphe Jack Cole, qui a entraîné Marilyn pour certains de ses numéros musicaux, elle se glissait dans un coin ou derrière un rideau de scène pour pratiquer des poses d'alignement inspirées du ballet. Elle se tenait debout, pieds tournés vers l'extérieur, talons se touchant, bras en un arc gracieux au-dessus de la tête, en 5e position classique. Elle restait dans cette posture, inspirant profondément, expirant avec un doux soupir. Cole pensait que cela l'aidait à se recentrer, tandis que d'autres se moquaient en disant que la version de Monroe semblait un peu vacillante. Pourtant, elle insistait pour rester au moins 1 ou 2 minutes dans cette position avant de faire face aux caméras. Le second élément consistait en un léger fredonnement vocal, une seule note montant et descendant doucement, rappelant une berceuse. Monroe a dit un jour à un ami « C'est ma façon de me dire que je suis en sécurité ». Étant donné son anxiété bien documentée, il est plausible que cette combinaison étrange de postures de ballet et de fredonnement soit devenue une stratégie d'auto-apaisement. Les réalisateurs ont attesté qu'une fois qu'elle avait exécuté ce rituel privé, elle était plus détendue, bien que toujours sujette à oublier ses répliques, ironiquement. Alors que ses costards trouvaient parfois sa routine de 5e position triviale, le coach personnel de Monroe, Paula Strasberg, l'a défendue comme une méthode née de la vulnérabilité. En effet, sous son apparence de bombe, Marilyn faisait face à de profondes insécurités. Si ses pas doux dans un coin, les bras courbés comme une ballerine, lui offraient un moment de paix et d'équilibre. Alors son rituel atteignait son but, l'aidant à créer des performances qui captivent encore le monde. Bela Lugosi, la sieste dans le cercueil. Lorsque l'on pense à Bela Lugosi, l'interprétation légendaire du comte Dracula vient à l'esprit, avec son accent hongrois prononcé et son regard hypnotisant. Mais le rituel de Lugosi avant le tournage était réputé être aussi inquiétant que son personnage à l'écran. Une sieste l'après-midi dans un cercueil d'accessoires. Du moins, c'est ce que racontent les histoires. Les collègues sur les plateaux de tournage de films d'horreur murmuraient que Lugosi s'était tellement habitué à jouer des personnages de morts vivants qu'il avait adopté une partie du folklore pour de vrai. Après le déjeuner, il aurait demandé au machiniste de placer un cercueil dans une réserve tranquille ou un coin du plateau. Ensuite, vêtu d'une cape noire, il grimpait à l'intérieur pour une sieste de 15 à 20 minutes. Les planificateurs ont appris à inclure la pose cercueil de Lugosi dans les notes de production de la journée. Les sceptiques ont soutenu qu'il s'agissait d'un coup publicitaire orchestré par les studios désireux de renforcer son image gothique. D'autres ont rappelé que Lugosi insistait sur le fait que cela détendait son dos, comme s'allonger sur une surface ferme. De plus, cela l'aidait à rester dans son rôle, en exploitant l'ambiance glaciale. La rumeur s'est propagée dans les magazines de fans, alimentant les légendes selon lesquelles Lugosi se croyait Dracula. Pour sa part, Lugosi n'a ni confirmé ni démenti franchement, disant malicieusement « J'aime me reposer en paix ». Que ce soit entièrement vrai ou partiellement légendaire, l'histoire a perduré. Beaucoup de ceux qui ont visité le plateau de White Zombie ou des films d'horreur ultérieurs affirment l'avoir aperçu sortant d'un cercueil, sa cape tourbillonnant derrière lui comme une créature de la nuit. Si c'était en partie du spectacle, cela a fonctionné. Les fans continuent de l'associer à cette tradition macabre,
faisant de Lugosi l'extension réelle du vampire iconique qu'il a immortalisé à l'écran. Judy Garland, le fouet. Murmure de gratitude. Judy Garland a apporté une profondeur émotionnelle inégalée à ses rôles, captivant les cœurs du public partout. Pourtant, elle luttait contre l'anxiété, le trac et les pressions que la MGM exerçait sur elle dès son plus jeune âge. Selon ses amis proches, une méthode pour y faire face était son rituel de chuchoter des mots de gratitude avant de monter sur le plateau, un contrepoint plus calme à sa vie personnelle, parfois tumultueuse. Cette pratique s'est probablement développée pendant ses années d'adolescence à MGM, lorsque le régime du studio était éprouvant, lui donnant des stimulants le matin et des somnifères le soir. Accablée, Garland avait besoin d'une bouée mentale. Donc, quelques instants avant de tourner une scène cruciale ou un numéro musical, elle fermait les yeux, baissait la tête et murmurait une courte liste de choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Sa voix, sa famille, ou certains membres de soutien et les fans qui l'admiraient. La routine était si discrète que seuls ceux qui se tenaient très près pouvaient la discerner. Parfois, des costars comme Mickey Rooney plaisantaient gentiment, mais Garland insistait pour dire que cela l'empêchait de se sentir seul au milieu du chaos. Elle a même dit à une amie que ces quelques secondes me rappelaient qui je suis, pas seulement qui je suis censé être pour la caméra. Tout au long de sa carrière tumultueuse, culminant par des performances triomphales comme Une étoile est née, Garland négligeait rarement cette habitude discrète. Les réalisateurs apprenaient à attendre son signe subtil, indiquant qu'elle avait fini. Si elle le manquait, parfois le réalisateur adjoint la pressait, elle semblait plus stressée, sujette à des erreurs de texte ou à des éclats de larmes. Dans un monde qui dévorait les enfants stars, peut-être que ces murmures de gratitude étaient son encre. Une affirmation fugace mais vitale, avant que les projecteurs ne l'emportent vers le spectacle. Orson Welles, la vérification du soliloque shakespearien. Orson Welles était un homme de la Renaissance. Écrivain, réalisateur, producteur, acteur. Son génie a façonné des classiques comme Citizen Kane, mais il avait aussi un bagage théâtral imprégné de Shakespeare. Cela a donné naissance à un rituel pré-film qu'il appelait le vérification du monologue. Les membres de l'équipe sur les plateaux de RKO ont observé Welles s'éclipser dans un coin tranquille avant de filmer une scène complexe. J'ai de l'argent et des biens. Si je ne m'occupe pas des intérêts des défavorisés, peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Peut-être quelqu'un sans argent ni biens. Oui, de l'argent et des biens. Eh bien, j'ai... Souvent derrière des décors ou sur un plateau vide. Là, il récitait des lignes de Henry V ou Macbeth de Shakespeare, les délivrant dans un murmure dramatique ou à mi-voix. Selon un assistant réalisateur, le texte changeait en fonction de l'humeur de Welles. S'il avait besoin de se motiver, il pouvait réciter le discours entraînant « encore une fois dans la brèche ». S'il visait une intensité sombre, Macbeth ou Hamlet entraient en jeu. Welles croyait que le fait de canaliser le langage du barde juste avant de tourner les caméras le préparait mentalement. C'est comme s'échauffer sur la scène la plus grandiose, aurait-il dit. Même sur des films éloignés du drame élisabétain, il insistait sur le fait que la résonance émotionnelle de Shakespeare le recentrait, lui rappelant les normes les plus élevées de l'art. Parfois, des co-stars ou des figurants entendaient ces récitations improvisées. Certains trouvaient cela prétentieux, d'autres inspirants. Joseph Cotten a plaisanté un jour en disant que Welles se serait attribué tous les premiers rôles de Shakespeare s'il avait pu. Mais il est indéniable que le rituel théâtral de Welles l'aidait à maîtriser cette fameuse gravité. Diriger des prises de vue compliquées, gérer un grand budget de production et jouer en même temps exigeait une énorme concentration. Son vérification quotidienne de soliloque était un bref retour à l'essence brute de l'interprétation. La langue, la voix et l'étincelle intangible qui faisait d'Orson Welles une présence imposante à la fois derrière et devant la caméra. Greta Garbo. Promenade silencieuse et le voile. Énigmatique, iconique, Greta Garbo était réputée pour sa vie privée, disant souvent à la presse « Je veux être seule ». Cette phrase se traduisait par son comportement sur le plateau, se manifestant par une curieuse habitude. Des promenades silencieuses autour du studio, suivies d'un bref silence sous un léger voile avant de tourner. Les observateurs ont remarqué que Garbo arrivait sur le plateau tôt le matin, ne saluant personne, sauf son assistant immédiat. Elle mettait des chaussures confortables, s'enveloppait dans un manteau et commençait une lente promenade à l'extérieur si le temps le permettait. Sinon, elle errait dans les couloirs, évitant soigneusement les conversations.
Les collègues ont rapidement appris à ne pas s'immiscer. Lors de ses promenades solitaires, Garbo aurait vidé son esprit, se concentrant sur le terrain émotionnel de ce jour-là, ces scènes. Puis vint le voile. De retour dans sa loge, elle drapait un foulard fin et translucide sur son visage et restait immobile pendant plusieurs minutes, les yeux fermés. Certains prétendaient que cela imitait un état méditatif, lui permettant de plonger pleinement dans son personnage. D'autres supposaient que le foulard préservait son maquillage et l'empêchait d'interagir avec quiconque pourrait troubler son humeur. Des décennies plus tard, un ancien assistant costumier se rappelait. Voir Garbo sous ce voile, si immobile et éthéré, était vraiment troublant. Garbo expliquait rarement ses raisons. Elle trouvait peut-être les bavardages quotidiens épuisants, ou elle cultivait peut-être cette aura de mystère pour garder sa concentration. Quoi qu'il en soit, ces rituels contribuaient à sa légende. Le sphinx suédois réémergeait du silence, voile ôté, les yeux intenses et prêt à livrer des gros plans captivants. Pour les spectateurs fascinés par sa présence surnaturelle, ses excentricités personnelles ne faisaient qu'amplifier la fascination, prouvant qu'au-delà de l'attrait intemporel de Garbo, se cachait un domaine farouchement préservé de solitude et de préparation silencieuse. Rita Hayworth, le mantra de la brosse à cheveux. Rita Hayworth a atteint la célébrité grâce à ses cheveux roux lumineux et ses mouvements de danse sensuelle, une image soigneusement sculptée par Hollywood. Moins connu est son rituel privé du mantra de la brosse à cheveux, qui aurait commencé lorsqu'elle a teint ses cheveux pour la première fois, les passant du brun foncé au roux auburn. La transformation était aussi psychologique que physique. Selon les coiffeurs sur le plateau, Hayworth croyait que brosser ses cheveux un nombre précis de fois, généralement environ 50, aidait à maintenir leur éclat et la vivacité de leur couleur. Mais ce n'était pas seulement le brossage. Elle murmurait des affirmations courtes et répétitives comme « Je suis rayonnante, je suis forte ». Elle le faisait discrètement, souvent derrière le paravent de sa loge, une pratique que les membres de l'équipe appelaient son incantation secrète. Parfois, les costards taquinaient Hayworth pour sa vanité, mais une proche confidente a révélé qu'elle luttait contre de profondes insécurités. Notamment à propos de ses origines, elle était à l'origine Margarita Carmen Cancino, et la pression pour modifier son apparence. Ainsi, le mantra de la brosse est devenu une habitude réconfortante, formulant de la positivité dans un monde prompt à juger. Elle croyait que les coups rythmiques, accompagnés de mots valorisants, apaisaient ses nerfs et la préparaient pour les journées de tournage intenses, qu'il s'agisse d'une scène dramatique ou d'un numéro de danse torride avec Fred Astaire. Certains stylistes ont essayé de la convaincre d'abandonner le rituel pour gagner du temps, mais elle a refusé. Apparemment, si elle le manquait, elle se sentait déséquilibrée, sujette aux erreurs ou aux moments de doute de soi. Malgré une vie personnelle parfois tumultueuse, à l'écran, Rita Hayworth dégageait de l'élégance. Peut-être que ce mouvement de cheveux fascinant dans Gilda devait plus au coup de brosse nocturne et au mantra murmuré qu'à ce que les fans ne l'avaient jamais réalisé. Une démonstration subtile mais inébranlable de volonté dans un système de studio qui exigeait souvent la réinvention à tout prix. John Barrymore, l'échauffement aux multiples facettes. La dynastie Barrymore était la royauté théâtrale. Et John Barrymore se distinguait par sa présence scénique intense et ses performances cinématographiques. Avant que les caméras ne tournent, on disait que Barrymore s'adonnait à un échauffement de métamorphose qu'il avait perfectionné au cours de ses années shakespeariennes. Une série d'exercices faciaux exagérés et de modulation vocale qui, pour les spectateurs, semblait presque comique. Un machiniste qui l'observait a décrit une série de respirations profondes, puis des contorsions sauvages du visage, en levant les sourcils, en écartant les narines, en tordant les lèvres. Après cela, Barrymore récitait l'alphabet d'une voix retentissante, changeant de ton et d'accent à chaque lettre. E, puis B, puis C, comme un enseignant en classe lors d'une étrange virée comique. Mais pour Barrymore, ce n'était pas une plaisanterie. Il croyait que d'étendre chaque muscle du visage lui permettait d'avoir l'élasticité nécessaire pour exprimer des émotions allant de la frénésie comique au désespoir tragique. Une fois la routine faciale terminée, il passait à des répliques de ses plus grands succès scéniques, en particulier Hamlet de Shakespeare. Qui est venu à moi comme garçon de bureau en tant que Max Mandelbaum et qui est maintenant Max Jacobs pour une raison mystérieuse et jetez-le à la rue. Tu n'as pas à me jeter! Il répétait des extraits à différentes vitesses, allant de lentes intonations dramatiques à des rafales rapides.
Il voulait que sa voix soit assez agile pour gérer n'importe quelle nuance de script ou embellissement improvisé. Ceux qui le voyaient, en coulisses, réprimaient souvent un rire devant l'excès de exubérance excessive. Mais une fois Barrymore sorti de cet état, changeant de forme, en entrant sur le plateau, la transformation était remarquable. Les expressions contorsionnées avaient disparu. À leur place, une star imposante avec une maîtrise faciale captivante. Les réalisateurs ont admis que cela pouvait être distrayant s'ils l'entendaient dans la pièce d'à côté, mais il n'y avait aucun doute sur ses résultats. En effet, la méthode de Barrymore, aussi idiosyncratique qu'elle paraisse, l'a aidé à offrir certaines des performances dramatiques les plus mémorables de l'époque, consolidant ainsi sa réputation comme l'un des plus grands talents d'Hollywood et de Broadway. Ava Gardner, le whisky tonic et la promenade silencieuse. Ava Gardner, renommée pour sa beauté envoûtante et son honnêteté sans fard, se délectait de son esprit libre. Avant que les caméras ne tournent, elle combinait cette spontanéité avec un curieux mélange de whisky tonic et une promenade silencieuse qui ne durait que quelques minutes, mais qui, paraît-il, recentrait toute sa performance. Des amis disent que Gardner, souvent irrité par les exigences rigides de MGM ou ses relations très médiatisées, y compris celle avec Frank Sinatra, appréciait tout moment d'autonomie qu'elle pouvait trouver. Sur le plateau, ce moment prenait la forme d'une petite flasque contenant un whisky tonic préparé à l'avance. La recette exacte reste incertaine. Certains prétendent que c'était du whisky avec une touche de citron et de miel. D'autres qu'il s'agissait de whisky dilué avec de l'eau gazeuse. Elle prenait une petite gorgée en cachette, juste assez pour calmer ses nerfs, selon son assistante personnelle. Puis venait une courte promenade, autour de la scène ou du plateau. Contrairement à la personnalité bruyante que les fans voyaient lors des interviews, elle s'assurait que ces promenades se faisaient seules. Pas de discussion, pas d'entourage. Un co-vedette a dit qu'en marchant silencieusement, les yeux baissés, Gardner allongeait sa colonne vertébrale, roulait ses épaules et révisait mentalement les répliques ou les moments émotionnels pour les scènes à venir. C'est comme si elle se transformait en panthère. Lisse, prédatrice, discrètement confiante, remarqua-t-il. Une fois la promenade terminée, elle rejoignait le réalisateur, apparemment revitalisée. Les rumeurs affirmaient que le whisky lui donnait un avantage, tandis que le rythme calme la stabilisait. La seule raison de vous inclure dans cette affaire est qu'une présence masculine est requise. Il faut qu'il y ait un homme. Cela pourrait avoir été un exercice d'équilibre entre les deux, une touche de courage liquide et une évasion mentale de la vie chaotique du plateau. Gardner a plaisanté en disant que c'était une grande vieille tradition du Sud, peut-être un hommage à ses racines en Caroline du Nord. Finalement, la routine lui donnait juste le brin de courage et de sérénité dont elle avait besoin pour briller, captivant le public et les critiques pendant des décennies. De Bette Davis, trempant ses yeux iconiques dans de l'eau salée à Bela Lugosi, faisant la sieste dans un cercueil, ces 15 rituels bizarres illustrent comment l'âge d'or était bien plus que du glamour poli. Sous le vernis des studios, ces acteurs luttaient contre le trac, des horaires incessants et des insécurités personnelles. Dans ce creuset, ils ont forgé des habitudes qui pourraient nous sembler étranges ou même excentriques. Pourtant, chaque star, à sa manière, a trouvé une voie pour exploiter son talent. Certains rituels, comme la 5e position de Marilyn Monroe ou l'audition de chaussures de Fred Astaire, étaient des témoignages de discipline et d'art, comblant le fossé entre la réalité quotidienne et la magie cinématographique. D'autres, comme la séance privée de Mae West ou les méditations à la lueur des bougies de Marlène Dietrich, reflétaient un désir de réconfort spirituel ou métaphysique. Et pour les stars comme Joan Crawford, l'obsession de la propreté ou de l'apparence révélait des angoisses plus profondes concernant la préservation d'une image dans un monde avide de les dévorer. Nous espérons que vous avez apprécié ce regard sur le côté caché d'Hollywood. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers 15 rituels bizarres que les célébrités de l'âge d'or ont fait avant de tourner. À la prochaine fois, gardez la magie vivante. Et souvenez-vous, parfois, les habitudes excentriques peuvent déclencher la plus brillante des éclats.